Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 novembre et on va évidemment parler de la Ligue des Champions aujourd'hui et particulièrement du match de l'Olympique de Marseille avec lequel on va ouvrir le journal. Est-ce que l'OM peut se cacher derrière l'arbitrage? Alors vous allez le comprendre, je dis pas cacher dans le sens où il n'y a pas de sujet d'arbitrage à mon goût, au contraire, mais en fait il ne faut pas que ça élude le contenu du match. On parlera de deux autres rencontres, à savoir la correction qu'a infligée City à Dortmund et l'incroyable rencontre entre le club Bruges et le Barça, et puis on ira sur deux autres sujets pour se détacher un petit peu du format débrief, la blessure de Nuno Mendes, j'aurais préféré ne pas vous faire ce sujet, et puis comment ça évolue du côté de San Siro. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce que Marseille peut se cacher derrière l'arbitrage? Alors du côté de RMC, on va nous dire qu'il n'y a pas de sujet d'arbitrage, que c'était une automain et que du coup ça ne se sifflait pas. Et de l'autre, on a des médias qui vont décrire l'arbitrage comme absolument incompréhensible. Et justement, je dois vous avouer que de mon côté, je le juge incompréhensible. Après ce qui s'était passé face au Real Madrid, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle fois l'Olympique de Marseille qui se fait complètement léser par l'arbitrage. Je suis dégoûté, mais une fois qu'on a dit ça, on va pas s'attarder 3 ans là-dessus. Ok, l'OM peut se plaindre de l'arbitrage, ok, ça m'énerve à un point que vous pouvez même pas imaginer. Reste qu'une fois qu'on a dit ça, on peut s'attarder sur la rencontre et là aussi j'ai malheureusement des critiques à faire à l'Olympique de Marseille. Voici les compositions qui étaient alignées et la vérité c'est que tu as un très bon effectif et que tu affrontais une Atalanta malade qui n'arrivait plus à gagner. La vérité c'est qu'en bon match, tu as Rulli, tu as Aguerd, tu as Greenwood et encore sur cet offensif, je pense qu'on est en droit d'en attendre un peu plus de sa part vu son talent. Mais sur le reste, l'Olympique de Marseille n'a pas été au niveau. En fait, j'ai l'impression que Roberto De Zerbi, ton entraîneur, est complètement passé à côté de sa rencontre. T'as pas réussi à être dangereux suffisamment souvent, t'as eu un manque d'intensité qui est complètement incompréhensible alors que t'es au Vélodrome en Ligue des Champions, t'as eu un coaching qui a été trop tardif, qui a été incompréhensible pour certains éléments, et en fait, ok, tu te fais voler à cause de l'arbitrage. Mais franchement, il y a quand même des grosses critiques à faire sur la rencontre et Roberto De Zerbi, en conférence de presse d'après-match, a l'air de pas du tout se remettre en cause. Et ça me fait peur. Sur les statistiques de la rencontre, t'es derrière en termes de buts attendus. C'est l'Atalanta qui est devant. Alors on peut râler sur l'arbitrage, ça se comprend totalement, mais avec cet effectif, tu dois faire mieux et ça doit pas faire oublier que ton entraîneur, sur ce coup, il s'est bien planté. Dortmund s'est fait gifler par Manchester City et Ryan Cherki est définitivement en train d'accomplir le destin que j'espérais le voir accomplir. Voilà comment on peut résumer cette soirée. En fait, il y avait vraiment deux classes d'écart entre le club allemand et le club anglais. Ok, Manchester City n'a pas que des réussites en première ligue, mais alors en Europe, ils remettent les pendules à l'heure. Voici les compos qui étaient alignés. Haaland colle son 18e but en 14 matchs. Foden double buteur, frappe lointaine avec rebond, bien piège pour le gardien, et un deuxième aux abords de la surface alors qu'il était entouré de 3 joueurs, et puis Cherki qui rentre et qui marque. Je vais arrêter de faire la propagande pour le joueur français, mais je l'aime à un point que vous imaginez pas. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il y a de la magie. Et il est en train de réussir à City, ce qui est incroyable. En fait, Manchester City a laissé à Dortmund le dernier tiers du match, a eu un petit moment de flottement pour commencer la rencontre, mais en dehors de ça, les 2 tiers du match, c'était Manchester City qui était vraiment hyper intéressant. Ils n'ont pas massacré le match en termes de possession, c'était très équilibré, mais par contre, ils ont su être incisifs et réalistes quand il le fallait, et c'est à ça que tu vois qu'il y a une vraie classe d'écart entre City et le Borussia Dortmund. C'est une victoire qui est très large par le score, mais même dans le contenu du match, ils ont fait 9 tirs cadrés contre un seul pour le Borussia Dortmund, ça fait quand même sacrément mal. Les supporters de Bruges peuvent être fiers de leur équipe, les supporters de Barcelone peuvent se dire qu'ils ont un très grand joueur avec Lamine Yamal, mais ils le savaient déjà, reste que le jeune talent fait taire les rageux. Ça a été un match exceptionnel en termes de qualité de football et de scénario. Franchement, j'ai pris un prix incroyable devant ce club Bruges. Barça, voici les compos qui étaient alignés et ça a donc donné 3-3, le Barça devait faire sans Pedri, tu l'as senti, mais Yamal, 99 ballons touchés, un gros volume de jeu, un gros volume de duel, des dribbles à gogo, un but, du danger permanent. Alors ça n'a pas été le centreur de l'année sur la rencontre, mais sinon son match c'est une masterclass absolument incontestable. De l'autre côté, Rashford n'a pas marqué et quand Rashford ne marque pas, on se concentre sur le contenu de ses matchs
Et là, on va dire sobrement que c'est compliqué, voire même parfois un petit peu pénible à voir. Fermín López, de son côté, continue à gonfler ses statistiques avec de la passe décisive à gogo. Parlons un peu de Bruges. J'ai adoré le club Bruges. Ça joue sans complexe, ça ose être extrêmement ambitieux quand ils ont des occasions, ça tremble pas. Et que dire du deuxième homme de la rencontre, voire du premier, ça se bat un petit peu avec Yamal. D'ailleurs, on a une photo sympa où les deux se serrent la main. Je parle évidemment de ce cher Forbes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Forbes? En fait, c'est pas du tout le match de Yamal parce qu'il a peu été trouvé. Mais alors à chaque fois qu'il a été trouvé, de toute façon 2 buts et une passe décisive, ça en dit long, il était l'incarnation du danger et de la décomplexion de ce club Bruges. J'ai vraiment adoré la prestation. Et en fait, Bruges, ça me fait rire parce qu'en France, on a vite ce petit complexe de supériorité par rapport aux équipes belges. Mais franchement, tu mets le club Bruges en Ligue 1, ça met une fessée à bon nombre de nos clubs. Et c'était un match qui était vraiment intéressant. Si je devais être un peu négatif, je retiendrais quand même le sujet de la défense du côté du Barça. C'est très friable et je pense que ça va poser question au cours de la saison. Un blessé de plus au Paris Saint-Germain, oui, encore un, après Désiré Doué, après Ousmane Dembélé, après Achraf Hakimi, c'est le soldat Nuno Mendes qui tombe au front, entorse du genou gauche pour le joueur portugais. Le Paris Saint-Germain a officialisé ça sans communiquer de durée d'indisponibilité, mais on a le journal de l'équipe qui s'avance sur 3 semaines. Et ça va commencer à devenir un vrai sujet du côté du Paris Saint-Germain parce que tu vas avoir Zaïre Emery qui va pouvoir dépanner à droite, tu vas pouvoir avoir João Neves qui peut dépanner à gauche, mais qui va dépanner au milieu de terrain? Alors heureusement, tu as Lucas Hernandez qui revient bien, qui peut occuper le côté gauche, tu peux également attendre ça de Beraldo, même si c'est pas toujours parfait, mais ça commence à faire beaucoup de blessés du côté de Paris, et surtout, pour reprendre le cas de Nuno Mendes, ok, 3 semaines, c'est pas une durée d'indisponibilité hyper longue, reste que quand tu as 3 semaines d'absence, c'est pas dès le premier match que tu vas être de retour à ton niveau, donc ça commence à faire beaucoup pour Paris, qui paie sa saison XXL l'année dernière. Ça me dévaste pour Nuno Mendes, qui était en plus dans une très grande forme, donc franchement, je suis dégoûté. Va falloir voir la suite de la saison, mais une chose est sûre, elle va être très longue pour le Paris Saint-Germain. Grande nouvelle, l'Inter et l'AC Milan sont désormais les propriétaires de San Siro. Alors si vous avez bien suivi l'actualité footballistique, vous allez me dire à quoi bon, parce que le stade est censé être démoli. Eh bien ça ne contrecarre pas ce projet, au contraire, c'était nécessaire que les clubs rachètent le stade à la ville pour pouvoir le démolir, et au passage ils ont acheté des terrains environnants. D'ailleurs tu vois l'intérêt d'être à 2 clubs pour ce projet, puisqu'ici tu mutualises les dépenses, ça a coûté un peu plus de 200 millions d'euros au club. Alors on rappelle que le projet de nouveau stade, il va être bien plus coûteux, on parle de 1,2 milliard d'euros, alors ça s'envole toujours au-dessus en général, hein. Il est prévu pour 2031, mais là aussi ce sont des projets qui généralement ont toujours du retard, et ce serait un stade d'un peu plus de 70 000 places. Alors franchement, moi ça me tue de voir San Siro être démoli parce que c'est un monument du football, c'est vraiment dans les photographies iconiques, les gens qui descendent les fameux escaliers de San Siro, mais la vétusté du stade c'était quand même un sujet, ça revenait sans cesse. Là, il y a un projet conjoint qui va être mené par les 2 clubs, ça avance, je le redis, moi je suis pressé de voir les coûts réels du projet, je suis pressé de voir la date réelle de sortie de terre du stade, mais en attendant, ça avance. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je pense qu'on parlera de la situation médicale du Paris Saint-Germain, parce qu'en fait, j'ai fait un tweet hier sur le ton de la blague en disant qu'ils étaient maudits parce qu'ils avaient passé un pacte avec le diable. Évidemment, c'était une blague parce que les raisons qui font qu'il y a des blessés du côté du Paris Saint-Germain, tout le monde les a en tête. Et j'ai eu un retour qui m'a fait tiquer sur le fait que tout le monde avait prévenu Paris et malgré tout, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, donc au final, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Et j'ai vraiment du mal avec ces discours parce qu'au bout d'un moment, si vous aviez vu venir l'accident, est-ce que vous pensez que la direction parisienne ne l'a pas vu venir non plus? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui font que, par exemple, tu n'as pas pu recruter un incroyable latéral en remplaçant? J'en avais déjà parlé dans le passé, mais là, on va faire un bilan un petit peu plus global. Ça risque d'être une longue vidéo, on parlera mercato, on parlera gestion des joueurs et on parlera également comparaison avec d'autres équipes européennes, parce qu'on en parle beaucoup, puisque c'est Paris, mais des blessés, il n'y en a pas qu'au PSG. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée. Salut!